Gilles, vous venez me rejoindre sur scène. Pendant que vous montez, je vais vous présenter. Multi-entrepreneur, donc j'ai vérifié. Vous avez une page Wikipédia qui dit que vous avez créé 9 entreprises, c'est ça? 9 entreprises. Vous avez commencé tout petit, hein? Pas tout petit, mais Si tout petit, vous aviez une vingtaine d'années. j'ai 24 ans. Ouais. Et c'est d'ailleurs un des points intéressants dont on parlera peut-être sur les créateurs d'entreprises en France. Et l'une des, c'est qu'ils sont peut-être pas assez jeunes, justement. Enfin, en tout cas, alors, il se trouve que je vais m'inspirer d'un rapport. C'est toujours le problème quand c'est la mémoire d'Internet. Rapport que vous avez co-signé, rapport de l'Institut Montaigne, qui date de 2011, sur le financement et la croissance des PME. Alors, je vous assure, vous me disiez tout à l'heure, beaucoup de choses ont changé. Moi, je l'ai lu ce matin. Franchement, il y a tout dedans. C'est d'ailleurs, ça pose un certain nombre de problèmes aussi sur l'action publique. Attendez, est-ce que j'en ai noté le titre d'ailleurs de ce rapport? Non, j'ai pas noté le titre de la naissance à la croissance. Ouais, voilà, c'est ça. Mais franchement, si le truc vous intéresse, de la naissance à la croissance, Institut Montaigne, vous tapez de la naissance à la croissance des PME sur Google, c'est la deuxième occurrence, enfin ça vient très très vite. Institut Montaigne, ça doit dater du printemps 2011. Il y a énormément d'éléments là-dedans. Et notamment, alors commençons par ça, et puis ensuite on ira sur votre expérience. Et puis j'ai pas précisé que vous êtes aujourd'hui évidemment totalement impliqué dans l'ensemble du développement de l'économie numérique, mais j'ai presque envie de dire de l'écosystème numérique, et que vous êtes digital champion. J'ai toujours un... J'aime beaucoup. Ouais, c'est un truc. Et en gros, vous êtes le représentant de la France auprès de la Commission européenne, c'est ça, hein, pour l'ensemble des questions numériques. D'abord, est-ce que c'est une évidence, cette idée de financement public de l'innovation? Ça l'est pas. C'est une particularité française même. On est le pays qui a le plus grand taux de financement public au monde. On a 2,1% du PIB qui est consacré à la recherche et développement. Et sur ces 2,1%, on a à peu près 0,6%, donc un tiers, qui est du financement public. Donc c'est une caractéristique qui supplée au manque de financement privé à l'égard de la recherche et développement. Ouais, c'est ça. Et vous écrivez dans ce rapport, enfin l'ensemble des auteurs évidemment, que ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Et je voudrais juste qu'on voit ça très très vite avant de vraiment de rentrer dans le dur, parce que c'est très intéressant. Notamment sur la façon dont les entrepreneurs peuvent avoir une sorte de rapport qui n'est pas le bon rapport à avoir avec le capital, avec l'argent et avec les investisseurs. Ça crée de très nombreuses distorsions. On pourrait passer la conférence entière à parler de ces distorsions. Je pense que la première d'entre elles, c'est effectivement que les entrepreneurs, plutôt que de devenir des entrepreneurs, deviennent des spécialistes du tiroir caisse public. C'est ça. Ils ont une expertise absolument extraordinaire qui se développe dans le remplissage des dossiers, et ils perdent le but ultime qui est de devenir de bons entrepreneurs. Et c'est pas du tout de la provocation. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que lorsque l'on fait ça, on ne développe pas son entreprise, et c'est extrêmement problématique. Je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas qu'il y ait une politique publique d'investissement, je ne dis pas ça, mais je crois qu'il faut faire attention à ne pas créer des guichets trop nombreux et à faire en sorte qu'on ait des dispositifs qui soient différents les uns des autres, et qui fassent qu'à la fin du jour, lorsque vous n'êtes pas Areva ou Saint-Gobain, eh bien, vous êtes obligé de dédier votre propre énergie à monter ces dossiers, et c'est évidemment pas ce qui va faire que demain vous allez réussir. Le financement vous aide à réussir, mais l'expertise qui est liée au développement du financement n'est pas réplicable pour le développement de votre entreprise. Ouais, c'est ça. C'est expertise que assez souvent d'ailleurs on confie à d'autres. Ce qui jette l'entrepreneur dans une espèce d'angoisse il devrait avoir l'angoisse de sa boîte. Or, il a l'angoisse de savoir si son plan de financement est bien monté et s'il ne va pas avoir un contrôle fiscal a posteriori qui va tout foutre par terre, hein, qui est aussi quand même l'une des perversions de l'ensemble de ces systèmes. Ouais, on a construit un dispositif qui est quand même devenu extrêmement complexe. C'est-à-dire que vous avez des aides en bas de bilan, vous avez du financement en capital, vous avez des déductions d'impôts, du crédit d'impôt recherche. Tout ça répond à des logiques qui sont différentes les unes des autres, et qui, in fine, si vous étiez dans un système pur et parfait qui repose sur la loi du marché, la compétence que vous allez consacrer à ça, c'est peut-être 30 ou 40% de votre compétence totale. Donc c'est quand même...
encore une fois, je crois que c'est nécessaire, mais ça introduit des biais qui sont considérables et qu'on ne peut pas ne pas mentionner. Il y a un autre point très intéressant qu'il y avait dans ce rapport, c'est le lien, mais alors le lien direct, la courbe est fascinante, entre le capital de départ, l'argent injecté dans l'entreprise au départ, et sa survie à 5 ans. Et les emplois créés, alors on va en parler aussi, et sa survie à 5 ans. Il y a dans ce rapport quelque chose que je ne cesse de citer, qui est absolument extraordinaire, c'est effectivement la relation entre les fonds propres et le nombre d'emplois créés. Et je vais vous dire quelque chose, on met ça en dehors du phénomène auto-entrepreneur qui est très particulier. Mais une entreprise française, à 5 ans, créera 1,7 emplois. Une entreprise anglaise, à 5 ans, va créer 3,7 emplois. Et malheureusement, on voit cette courbe, cette décorrélation qui s'amplifie avec le temps. Et l'unique facteur, ce sont les fonds propres. C'est ça. L'unique facteur de différenciation, ce sont les fonds propres. C'est-à-dire vous pouvez chercher la compétence, les PhD, ce que vous voulez. Le seul artefact qui va apparaître de façon évidente, c'est les fonds propres. Et dans ce même rapport, on fait la relation entre les business angels anglo-saxons, anglais en l'occurrence, et français. Et je me souviens plus des chiffres, c'est quoi je sais plus, mais enfin, c'est 1 pour 10, quoi. Oui, peut-être même 1 à 30. Enfin, de toute façon, c'est... Oui, Et donc, évidemment, les mesures fiscales viennent en premier dans la capacité à mobiliser l'intérêt de ces entrepreneurs. Il y a un dispositif dont j'ai oublié, qui est en 3 lettres anglais, qui fait en sorte que, en Angleterre, vous pouvez déduire 100% de votre investissement que vous faites dans des startups, c'est-à-dire de vos impôts. C'est pas comme en France où c'est 60%, c'est 100%, mais surtout c'est par perte et profit. C'est-à-dire que vous êtes capable, si aujourd'hui vous avez imaginons que vous mettez 100 dans une startup et que vous avez 50 d'impôts l'année 1, eh bien il vous restera encore 50 à déduire l'année d'après. Donc c'est d'une efficacité qui est extrêmement violente et qui n'est pas pour rien dans l'abondance de capitaux seed, amorçage au Royaume-Uni. Et encore une fois, l'impact sur l'emploi est très important. Donc, si vous voulez, quand vous êtes dans une logique où vous vous dites on va créer de l'emploi aidé, ce qui est quand même... Je ne fais pas de politique, je vous parle juste factuellement de la mesure de l'efficacité des politiques publiques, eh bien, vous pourriez tout aussi bien vous dire on fait du capital risque, ça serait beaucoup plus efficace. Le chiffre que vous avez donné, c'est 1,5 emplois contre 3,8, c'est ça Non, 1,7 contre 3,7. 1,7 contre 3,7, c'est très spectaculaire. C'est très spectaculaire et je suis désolé, encore une fois, mais de le dire, mais si vous aviez une politique publique qui favorisait le seed capital, eh bien, vous auriez un effet de levier en termes de création d'emplois qui est sans équivalent avec toute autre mesure, à commencer par les emplois aidés. Deuxième point très intéressant, c'est entreprise innovante. C'est quoi une entreprise innovante, Gilles Babinet ? Alors, la qualification d'entreprise innovante est extrêmement variable et c'est intéressant parce que si vous essayez de qualifier la part de R&D, c'est-à-dire de ces 2,1 points de PIB dont je vous parle, et de les transcrire en termes économiques, c'est très très difficile. Et notamment, moi, ce qui m'intéresse, c'est que lorsqu'on regarde l'emploi industriel, on essaye de faire une relation avec l'emploi industriel. En France, on a 2,1% de PIB qui est consacré à la R&D. Généralement, on dit que c'est du PIB qui est corrélé à l'emploi industriel. Donc on est à peu près à un peu moins de 14% de l'emploi industriel. Au Royaume-Uni, aux États-Unis, vous êtes à 3% de PIB industriel, mais à 3% de PIB en R&D, mais vous n'avez que 9% de PIB industriel. Donc vous voyez bien que ce PIB va ailleurs et il va dans des entreprises qui ne sont pas forcément industrielles, mais à énorme potentiel de croissance. Et par ailleurs, la relation elle-même entre PIB et brevet est extrêmement questionnable parce qu'on s'aperçoit que, pareil, aux États-Unis, il n'y a pas tellement de prise de brevets, mais il y a pour autant un déferlement d'innovation qui est extrêmement élevé. Est-ce qu'on est trop innovation égale brevet, nous, aujourd'hui, notamment dans nos démarches de financement public ? On est assez académique. Pour autant, il faut quand même faire la part des choses. On a une efficacité des brevets qui est extrêmement forte. On est sans doute le pays qui a la plus grande efficacité en termes de brevets, d'après une étude de Reuters, où ce sont les brevets qui sont les plus cités. Et le fait de citer les brevets en soi est un gage de mise en œuvre des brevets.
Alors, ensuite, dans votre expérience, ça n'a pas toujours été dans le numérique d'ailleurs, et ça a toujours été dans l'innovation, mais pas toujours dans le numérique, l'ensemble de vos entreprises. La société, c'était dans le bâtiment. Pour faire de l'électricité en hauteur, c'est ça des alpinistes du bâtiment, et c'était assez innovant à l'époque, en tout cas. Alors, de votre expérience et de l'ensemble de ce que vous pouvez voir, même aujourd'hui, au regard des entreprises. Alors, je crois que vous avez, vous vous occupiez de trop d'entreprises, donc vous avez décidé de rationaliser un peu tout ça. Mais enfin, bref, vous en suivez quand même un certain nombre. Quels sont les problèmes qui se posent concrètement sur le financement public et, en revanche, quels sont les succès, mais on va pouvoir les détailler de toute façon, qu'il faut aujourd'hui célébrer et sur lesquels insister. Il y a de très nombreux points dont on pourrait parler. Je pense que parce qu'on est limité par le temps, on va se concentrer sur le financement, et qui est en soi un problème toujours en France. C'est-à-dire que si vous regardez l'abondement en capitaux, alors ce qu'on appelle, on est quand même le seul pays au monde à appeler ça du capital risque. Dans les autres pays, on appelle ça du venture capital. Ça a des noms qui sont, entre guillemets, plus appropriés à la chose. Mais si on regarde finalement notre capacité à mobiliser ces capitaux, elle est inférieure à la moyenne de l'OCDE et très inférieure à certains pays. Je vais vous donner juste un exemple. Si je prends Israël, je ne sais pas combien il y a d'habitants en Israël, je dirais 8 millions. 8 millions, ouais, voilà. 8 millions. Eh bien, en un trimestre, ils mobilisent la totalité de ce que nous mobilisons en une année, en étant 7 fois moins que nous, 8 fois moins que nous. Donc ça vous donne une idée de la latitude que l'on a de progression à cet égard. Et donc, il me semble qu'en soi, on a besoin de continuer à avoir des politiques qui favorisent l'abondement de l'argent public, de l'argent dans, pas nécessairement public, dans le, entre guillemets, capital risque. Et je crois que c'est vrai sur tous les volets. Donc on se félicite du fait d'avoir mis en place des dispositifs qui favorisent l'amorçage, les FNA, dont la CDC a la charge. Donc c'est une bonne chose. Je me suis félicité à certaines réserves près sur le fonctionnement du FNA, de l'existence de ce dispositif. Pour autant, il est très largement insuffisant. Il est très largement insuffisant parce qu'il faut savoir qu'un entrepreneur qui entreprend et qui se plante au stade du seed, c'est beaucoup plus vertueux qu'un entrepreneur qui va faire du série A, du série B et qui se plante. Parce qu'il aura acquis une expertise qui sera capable de recycler, qui va généralement recycler. Aux États-Unis, on est très intéressé par les gens qui se sont plantés assez tôt. Et il y a une vraie volonté des capitaux risqueurs à faire en sorte que les dossiers ne soient pas abusivement soutenus, entre guillemets. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas en France, qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on va se dire, quelqu'un qui a été financé en seed, il doit faire un série A. Et s'il ne fait pas un série A, c'est un échec. La réalité, c'est qu'on devrait faire 10 fois plus de seed et 5 fois plus de plantage en série A, au niveau du série A. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on voit très clairement dans les statistiques en Israël et aux États-Unis et qui est complètement sous le radar en France. Donc je crois que vous devriez vous intéresser à cette dynamique-là. Quelqu'un qui se plante en seed, c'est pas de l'argent perdu, c'est au contraire de l'expertise qui a été construite. Moi, je préfère qu'on mette 50 000 euros dans une boîte qui va se planter en seed plutôt que on finance des programmes d'élite dans les grandes écoles françaises à des coûts beaucoup plus importants que ça pour des gens qui ne vont pas forcément avoir une contribution collective aussi importante qu'un entrepreneur qui sera planté en seed. Ça, c'est vraiment le message que je voudrais marteler ce soir. Et ça veut dire, au-delà de ça, que même l'ensemble de la sphère publique et l'ensemble de ceux qui peuvent être les prêteurs et les interlocuteurs ont de toute façon un problème avec l'échec, d'une manière générale. Ce pays est organisé dans une logique colbertise par une perception totalement néo-monarchique du pouvoir et de la hiérarchie. Et le drame de ce pays, c'est qu'on a coupé la tête du roi. Donc pour le coup, on est dans la catharsis permanente et on a besoin d'avoir un roi à tous les niveaux. Donc il faut le dire. Et les Anglais aussi, donc ils s'en portent pas plus mal. Ouais, ils ont coupé la tête du roi eux aussi. Exactement. Mais plus sérieusement, je crois que on a une logique qui est très élitiste et donc on veut se rapprocher du haut de la pyramide et de fait, quoi de mieux que de jamais se planter pour s'en rapprocher. Ouais. Je crois que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un gars, comment il s'appelle ? C'est pas Kaminagai. Il y a un gourou américain qui a fait des statistiques sur l'échec et qui a montré
réellement que les entrepreneurs les plus efficaces sont des gens qui ont connu un échec. Et c'est très intéressant parce que vous observez les deux plus grands entrepreneurs qu'on a à l'esprit, qui sont Steve Jobs et Bill Gates, ils se sont tous les deux plantés une fois, mais à un niveau qui était tellement petit qu'on ne le sait même pas. Et ils vont vous parler de leurs échecs entrepreneuriaux pendant 2 décennies avant d'arriver à les avaler, parce qu'ils auront appris à une vitesse absolument phénoménale de cette première expérience. Donc je crois que si on parle juste de ce premier niveau qui est le seed, en France, on a besoin d'avoir 10 fois plus de seed. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et on ne sera à ce niveau-là qu'au niveau des Israéliens et des Anglo-Saxons. On aura parfait une sorte d'artefact absolument délirant. On se sera juste mis au même niveau que ces pays-là qui ont quand même une culture du développement qui est extrêmement forte. Et sur cette question de guichet, dernière question de guichet, de multiplication de guichets, alors on va voir que c'est le souci véritablement là aujourd'hui, j'ai l'impression, de ceux qui sont en charge justement de la distribution de ces financements publics. Sur cet aspect-là, il y a quand même un véhicule qui fonctionne relativement bien, enfin en tout cas qui est pas trop mal, qui est le FNA. Je pense qu'il devrait être moins institutionnel. On a mis en place des dispositions, notamment par rapport au carried interest, qui à mon sens crée beaucoup de distorsions. Je ne peux pas rentrer dans le détail de ça à ce titre, et qui a désintéressé des gens de qualité à monter des véhicules de ce type-là. C'est un fait, c'est factuel, c'est comme ça, voilà, on ne va pas pleurer dessus. Mais je crois qu'il faudrait remettre en œuvre une politique, notamment fiscale, qui favorise l'émergence de ce type de véhicule. Je pense en particulier au... Comment s'appelle le truc qui, dans la loi de finances 2014, le PEA-PME. Donc il faut espérer que ça permette de faire abonder beaucoup d'argent et que ça crée une classe de gestionnaires professionnels qui ne soient pas des banquiers, ni des gens issus du monde public, et puis qui se spécialisent par type d'activité. Et ça serait vraiment, c'est une chose qu'il faut vraiment espérer. Si on arrive à faire ça, on a quand même un pays qui est extraordinaire. Je veux dire, on le voit d'ailleurs, quand les boîtes commencent à partir, on fait des Criteo, on fait des Talent, on fait des très très belles sociétés, parce qu'on a quand même une compétence, une qualité de formation qui est tout à fait bonne. Et notamment, on a de bons ingénieurs. Je crois que ça, c'est une caractéristique qui nous est enviée à la fois par le Royaume-Uni et par les États-Unis. D'ailleurs, on retrouve une disproportion très forte d'ingénieurs dans les entreprises de la vallée aux États-Unis. Donc, on peut se blâmer sur tout, mais il faut aussi reconnaître ce qui fonctionne. Et si on arrivait à résoudre ce problème du financement, franchement, moi je crois que c'est le cœur du réacteur. Le cœur du réacteur, c'est le financement. Il faut qu'on résolve ça, et ce pays se portera beaucoup mieux à tous les niveaux si on résout ce problème-là. 3500 à peu près, le chiffre est contestable, mais 3500 milliards d'euros d'épargne financière et un taux d'épargne qui reste encore aujourd'hui de 15% et d'à peu près 7-8% si vous enlevez l'immobilier. Ça fait du potentiel quand même. Ça fait un colossal potentiel. Merci beaucoup Gilles Babinet, merci pour tout ça. Merci.